Très heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour la rétrospective de la semaine, marquée, comme vous le savez, par les consultations nationales. Mais nous allons commencer, mesdames et messieurs, par le social. J'ai avec moi Juvenal Mounoubo, qui est député national de l'UNC. Et avec lui, nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse de vous retrouver, Juvenal. Merci, Madame Paulette, et salut à tous les téléspectateurs. Voilà, je vous appellerai Mounoubo, c'est plus facile. Mounoubo. Voilà, Mounoubo. Vous avez été à Minembwe. Je vais commencer par là. Chacun aujourd'hui a sa propre lecture de ce qui s'est passé. Mais vous étiez un témoin oculaire, si je ne me trompe pas. Vous étiez là. Vous étiez là à Minembwe quand il y a eu l'installation de cette histoire, de cette commune. Je préfère parler de la caravane de la paix. Ah, vous étiez... Il y a la caravane de la paix qui a été organisée par le gouvernement et l'Assemblée nationale, qui était présidé par le ministre de la Défense et ancien combattant, et qui comprenait une importante délégation des députés. La caravane de la paix qui avait plusieurs étapes. Il y avait Bunia, Beni, Minembwe au programme. Donc les gens ne comprennent pas... moi, j'étais le chef de la délégation des députés. Est-ce que en politique, il n'y a pas de hasard? Comment vous êtes retrouvé à Minembwe au même moment où il y avait l'installation de cette commune? Il y a la caravane de la paix qui a été décidée, quoi. Il y avait une décision du Conseil des ministres. Ça, on le sait. Et puis avec l'Assemblée, alors il y avait... le timing là, ce timing là, on connaît tout ça, qu'il y a eu la caravane, mais ce timing là, de se retrouver au même moment. Même l'ambassadeur Amer a dit... il y a une concertation entre le ministre de la Défense et le ministre de la Décentralisation. Ils se sont convenus, en fait. Voilà, donc c'est pour ça. Moi, je me dis toujours, il n'y a pas de hasard en politique. Quand je disais aux gens, il n'y a pas de hasard. Ils se sont convenus qu'ils se retrouveraient à Minembwe dans le cadre de la caravane de la paix. Et c'est quoi la caravane de la paix? Parce qu'il faut qu'on explique aux gens, parce qu'il y a beaucoup de spéculations autour de ça. La caravane de la paix prévoyait un certain nombre d'activités. Il y a les briefings sécuritaires dans les états-majors. Et moi, j'ai assisté avec d'autres collègues députés à des briefings sécuritaires, l'état des lieux sécuritaires, les difficultés auxquelles l'armée est confrontée et comment apporter des solutions. Vous savez, on est dans une session budgétaire. C'est une occasion d'accroître les moyens pour l'armée, pour les forces de sécurité. Et donc, on a fait cet exercice à Bunia. Et moi, j'ai des recommandations pour que la paix revienne à Bunia. À Beni, on a été même sur la ligne de front, l'axe, les triangles de la mort. J'ai vu les images de Daniel Safou. Oui, on était avec les collègues Safou, votre ancien confrère. Eh bien, on a été à Minembwe aussi, et moi j'ai des recommandations pour que la paix arrive à Minembwe. Parce que le problème à Minembwe, c'est qu'il y a beaucoup de groupes armés d'obédience ethnique. Il y a les Ngumino, qui est un groupe d'obédience Banyamulenge. Il y a les Yakutumba, qui est d'obédience Bembe. Il y a les Ebwela Motetezi, il y a, je ne sais pas moi, Bichambuke, il y a beaucoup de groupes armés. C'est ça le vrai problème, la présence des groupes armés. Et comment se fait-il qu'en dépit de la présence de la troisième zone de défense là-bas, le général Yav, qui est tout le temps là-bas, parce qu'on était avec lui, Philémon Yav, comment se fait-il qu'en dépit de tout ça, la paix ne revienne pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas changer de commandement à Bunia, à Beni, à Minembwe? C'est ça le vrai problème. Comment organiser la véritable traque et la neutralisation des groupes armés? Et ces groupes armés sont de plusieurs obédiences. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'à l'étape de Minembwe, il y a une question qui a été soulevée par les militaires. Il y a un officier militaire qui a dit que parmi les attentes du millier, il y a aussi cette question qu'il existe un monsieur ici qui accueille toutes les autorités, parce que les bourgmestres dont on parle, c'est lui qui a accueilli toutes les autorités qui sont passées par là. Et que jusque-là, il n'est toujours pas autorisé, disons, installé officiellement. Voilà, c'était ça le problème qui s'est posé. Alors, il a été nommé ensemble avec d'autres bourgmestres sur base du décret du Premier ministre Matata Ponyo de 2013. Il a été nommé sur base de ça, notifié, vous comprenez. Il était, disons, en fonction. Mais sauf que comme il y avait des installations d'autres bourgmestres dans la zone, ça a fait comme une sorte de jurisprudence. Et là aussi, on s'est dit, mais pourquoi pas ici, le faire ici, parce que les occasions des autorités qui viennent de Bukavu ou de Kinshasa sont rares, parce que c'est une zone très enclavée. Il n'y a pas une route qui mène vers Minembwe. C'est dans les hauts plateaux, les pâturages. C'est ce que nous, on a vu là-bas. Raison pour laquelle le ministre provincial de l'Intérieur a pris ses responsabilités pour dire il n'y a pas de problème, l'installer, qu'est-ce que ça coûte? C'est une simple formalité administrative. Ce qui a été fait en notre absence même, parce que moi j'étais en train de chercher l'hélicoptère pour les retours. C'est une zone très enclavée, j'étais en contact avec la MONUSCO pour les retours.
Vous voyez, donc moi je n'ai même pas assisté à... C'est vrai, c'est vrai. Et nous, on a pris la chose vraiment comme une simple installation. Votre collègue, procédure administrative. Vous avez suivi Moindo, vous avez suivi F. Bazaïba. Est-ce que vos collègues-là sont-ils en train de distiller la peur? Vous savez, à l'Est, moi je viens de l'Est. Parce que les gens disent que le Minembwe, là, même la presse étrangère a qualifié Minembwe d'enclave des Tutsis. Bien sûr, c'est une enclave. Enclave dans le sens que c'est une zone inaccessible. Tout simplement. Il y a un article du journal Le Monde. L'enclave a une autre connotation, vous le savez. C'est pas comme l'enclave de Cabinda, hein, pour être clair. Voilà. C'est juste une zone inaccessible. Tout simplement. Oui. Mais il n'y a pas que les Tutsis là-bas, il faut le dire. Il n'y a pas que les Tutsis. Moi, j'ai trouvé les Bachis. Exactement. Hein? J'ai trouvé les Bachis, il y a quelques Barega. Hein? Il y a beaucoup d'autres communautés, mais il faut quand même accepter qu'à Minembwe, il y a plus de Banyamulenge que d'autres ethnies. Cette peur-là est réelle? Alors, vous savez, à l'Est, permettez que je vous dise la réalité, c'est qu'à l'Est, il y a deux types de politiciens. Hein? C'est important pour les acteurs politiques qui sont originaires de l'Ouest ici. Moi, je ne prône pas l'Est-Ouest. Hein? Le Congo est uni et doit rester uni. Hein? C'est des valeurs que nous devons de Mobutu. Mais à l'Est, il y a deux catégories plus ou moins de politiciens. Hein? Toute tendance est scinde dans deux catégories. Il y a des politiciens qui prennent le courage pour dire la vérité, hein, pour dénoncer le Rwanda quand il faut dénoncer le Rwanda. C'est mon cas. Hein? Quand il y avait des planifications, des opérations, hein, vous vous souvenez, à un moment donné à Goma, il y avait des réunions pour que l'armée rwandaise entre encore dans le territoire congolais. J'étais le premier politicien congolais à hausser les tons dans l'émission Dialogue entre Congolais de Radio Okapi sur Twitter pour dire ça on n'acceptera plus. Parce que l'armée rwandaise ici, ça veut dire non seulement chasser les FDLR, ça veut dire autre chose, exploitation illégale des ressources naturelles. J'étais clair et je l'ai dit, on n'acceptera plus l'entrée des troupes rwandaises. Quand il faut dire non au Rwanda, quand je vois une menace par rapport à l'intégrité territoriale, moi je l'ai dit. En tout cas, je n'ai jamais eu ma langue dans la poche. Mais quand il faut dire qu'il n'y a pas un problème si grave, parce que l'autre fois, c'était comme un rendez-vous pour jeter des pierres à Roubaix. Moi, je ne pouvais pas faire du populisme pour jeter toute la responsabilité de quelque chose qu'on n'avait même pas à cerner en termes de responsabilité à Roubaix. Alors nous, on a pensé que c'était une formalité administrative et il n'y avait pas lieu de dramatiser. Parce que dans un endroit où il n'y a même pas un bourgmestre qui donne rapport à Kinshasa. Nous en parlerons. J'inviterai personnellement il reste des groupes armés. Oui, ça c'est un faussette. Donc j'inviterai avoir une autorité locale qui peut donner rapport au niveau provincial et au niveau des Kinshasa. Voilà, je vous inviterai spécialement pour ça. La deuxième catégorie, c'est des populistes. Vous savez, à l'Est, quand vous parlez des Banyamulenge, des rwandophones, ça suffit pour avoir des voix. Vous comprenez? Ils surfent sur cette pente-là. Donc si tu veux vraiment être applaudi à l'Est, dites mal de ces gens-là, parce qu'on sait qu'ils ont eu à un moment donné à tremper dans des guerres. Hein, et c'est vrai, hein, les Banyamulenge ont appuyé Laurent Désiré Kabila, tout le monde le sait, quoi. Et puis c'est un peuple qu'on considère comme un peuple guerrier. Alors, si vous surfez sur ça, eh bien, vous avez des voix. Je vous appellerai pour une autre émission pour mettre vraiment l'accent sur ça. Mais nous allons commencer par le social, mesdames et messieurs, le Covid-19, ou la Covid-19. On a peut-être tendance à l'oublier, mais en Europe, vous le savez, en Occident, la deuxième vague est de retour et fait énormément de dégâts. Et ici, à Kinshasa, il y a eu une mesure à l'aéroport international d'Njili où on demande, si je ne me trompe pas, $45 pour un deuxième test avant de sortir de l'aéroport. Et beaucoup de gens se retrouvent un peu surpris par cet état de choses. Ils disent qu'ils ne savaient pas qu'on devait encore faire un autre test à l'arrivée à Kinshasa parce qu'ils avaient déjà fait cela quand ils arrivaient, quand ils prenaient leur avion au pays de départ. Et je me rappelle d'ailleurs du clash de mon confrère Israël Moutala qui revenait de la Côte d'Ivoire et n'avait pas très bien compris pourquoi il y avait encore un autre test à faire à l'aéroport international d'Njili. Évidemment, nous allons parler un peu du harcèlement dans le milieu scolaire. On n'en parle pas beaucoup, tellement nous sommes focalisés par la politique. Mais Info 7 a une autre vision. Commencez d'abord par le social. Nous allons prendre ce premier sujet, mesdames et messieurs. Dans la crainte d'une deuxième vague de cas Covid-19 importés, la RDC vient d'installer un centre de prélèvement afin de renforcer le mécanisme de contrôle au point d'arrivée. Le week-end dernier, c'est en présence du ministre de la Santé, le docteur Etienne Longondo, que les premiers tests se sont effectués. Nous avons appris, n'est-ce pas, qu'il y a dans d'autres pays, n'est-ce pas, qu'il y a de résultats qui sont trafiqués, n'est-ce pas.
Et nous avons pris des dispositions pour que nous-mêmes, ici, avec nos moyens, nous puissions contrôler les gens qui ont la maladie pour protéger les Congolais. C'est ainsi que nous avons mis en place ces deux dispositifs de contrôle et qui vont servir à cette fin. Ces tests sont réalisés à partir d'un prélèvement nasopharyngien. Ce centre améliorera la surveillance de la pandémie de la COVID-19, selon le professeur Steve Aouka, incident manager au secrétariat technique de la riposte. Et les quelques 2 dernières semaines, nous avons noté une petite flambée des cas chez les voyageurs. Et si on ne fait pas attention, cette flambée peut contaminer et faire répandre l'épidémie, avec toutes les conséquences qu'on peut avoir. C'est ainsi que les autorités ont décidé de pouvoir commencer à dépister les gens à l'arrivée. Comme ça, on saura des gens qui viennent, combien sont infectés, pour qu'on puisse les suivre. Au programme national de l'hygiène aux frontières, le processus doit être respecté. Une cellule de suivi des voyageurs qui est fonctionnelle, qui est mise en place, qui va non seulement suivre les voyageurs, mais participer ou contribuer dans le rendu de résultats, mais aussi extraire tous ceux qui seront positifs. Et faire observer aussi la quarantaine qui n'est pas obligatoire. Signalons que ces 45 $ américains que les voyageurs de vols internationaux devront payer pour les tests à leur arrivée. Le monde entier célèbre ce jeudi 5 novembre 2020 la journée de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. Cette journée a été instaurée en 2015 par Najat Vallaud-Belkacem, ministre français de l'Éducation, afin de sensibiliser la communauté éducative sur le phénomène de harcèlement dans les milieux scolaires. Le harcèlement est défini comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Un élève sur 3 est victime de harcèlement par des camarades à l'école. Pour lutter contre ces fléaux, plusieurs communautés internationales ont organisé les conférences en ligne en l'instar de la France. En ce qui concerne la RDC, aucune manifestation officielle n'a été signalée sur toute l'étendue du pays. Pourtant, il y a des organisations non gouvernementales qui œuvrent pour les droits de l'enfant, dont la MONUSCO, l'UNICEF, la LISADEL et tant d'autres. Les enseignants, les parents et les élèves semblent oublier l'importance de cette lutte. Notons que cette journée est célébrée chaque premier jeudi du mois de novembre et c'est la 6e édition depuis son instauration en 2015. Monobo, vous avez vu, hein? Deuxième test de Covid en revenant de partout dans le monde, 45 $, et beaucoup de Congolais sont surpris. Parce que je ne sais pas si c'est une faute de communication, parce que les gens reviennent, ils disent, mais comment je vais encore débourser 5 €? Il y en a qui montrent leur test, mais j'ai fait mon test à Paris, j'ai fait mon test en Turquie, j'ai fait mon test comme ça, on m'a permis de prendre l'avion, comment j'arrive ici? Vous m'exigez notre test. Est-ce que c'est pas... Permettez vraiment, est-ce que c'est pas du vol, tout simplement? Ou c'est peut-être une prévention de notre gouvernement, mais beaucoup de nos compatriotes ressentent ça comme du vol. Je pense que quelque part, ce n'est pas vraiment avoir pitié envers la population qui souffre déjà, hein, parce qu'il faut éviter. La riposte ne peut pas se faire comme si on n'était pas très sensible aux souffrances de la population. Il y a moyen d'organiser la riposte, mais en allégeant les souffrances de la population. Parce que la COVID-19 elle-même, ça a beaucoup de conséquences sur le plan social et socio-économique. Raison pour laquelle, moi, je fais une question orale avec débat adressée au ministre de la Défense. Elle a été déposée à l'Assemblée nationale. Déjà, comme vous ne siégez même plus, il n'y a plus de quorum, je ne sais pas comment déjà, vous travaillez plus. Moi, c'était déjà par rapport aux 30 $ qu'on paye. Hein, le paiement du test des 30 $, c'est sur base de quel texte, hein, légal ou normatif? Ça a été institué comment et où va l'argent aussi? Quelle est la traçabilité de cet argent? Moi, j'ai estimé que c'était dans mon droit et mon devoir en tant que député de demander des comptes au gouvernement à travers le ministre de la Santé. Et c'est le même jour où j'avais déposé ma question orale avec débat, c'est le même jour que cette mesure de 45 $ a été prise. Et moi, je trouve que c'est une double imposition. Et ça n'allège pas les souffrances de la population et pourtant les moments devaient être celui d'alléger les souffrances de la population. Mais vous comprenez aussi la peur du gouvernement. En Europe, c'est la deuxième vague qui est terrible. En France, Belgique, ailleurs, on est en train de réconfiner. Il y a des couvre-feux en Europe et beaucoup disent qu'il y a un exil. Il y a beaucoup de gens qui rentrent
pas qui fouillent, mais qui veulent avoir un peu de liberté. Ici, en RDC, beaucoup rentrent à Kinshasa. Alors, les gens se disent, il y a peut-être des faux tests, mais je ne sais pas si en Europe, ça peut se faire, mais il peut y avoir magouille aussi avec ce test-là. Donc, il faut, avant d'entrer chez nous, il faut un autre test. C'est tout à fait normal, on protège le Congo. Alors, moi, je peux même accepter qu'on le mette un peu sous surveillance pendant un temps, que Delair exigeait l'argent. Une sorte de quarantaine, oui, 14 jours comme ça, ou oui, 7 jours. Mais il n'y a pas de place à l'aéroport de Ndjili. Voilà, c'est à l'État d'aménager tout ça. Parce que demander à quelqu'un qui a fait son voyage, qui a payé les billets d'avion, et qui a fait un autre test. Et qui a fait un autre test, lui demander à l'arrivée de donner de l'argent. $45 pour un autre test. Pour un autre, moi je trouve que c'est quand même trop. Est-ce que les résultats, comment faire? Parce que les résultats, est-ce que c'est. Là, je ne comprends pas très bien. Est-ce que les résultats sont sur place ou il faut patienter? Je ne sais pas. Tout ça, j'aimerais bien que le ministre nous donne des éclaircissements. Il viendra quand, le ministre? Alors, ça ne dépend plus de moi. Moi, je fais la question orale avec débat, je l'ai déposée à l'Assemblée. Je souhaite que les bureaux trouvent que c'est important, cette question que nous sommes en train de débattre, sur laquelle nous débattons maintenant, pour que cette question soit programmée. Et donc, je regarde les bureaux, Madame Janine Mabunda et les autres membres du bureau qui programment ma question. Je ne sais même pas s'ils l'ont envoyé au bureau d'études, parce que normalement, s'ils l'envoient au bureau d'études pour un avis, je dois recevoir notification. Et donc, j'attends. Il y a eu cette question et j'avais déposé une autre question orale avec débat par rapport. Il y avait deux. Il y avait la question par rapport au paiement des $30 de Covid-19. On parlerait aussi des $45 qu'on a ajoutés. Et puis, j'ai adressé une autre question orale avec débat par rapport à la gratuité de l'enseignement, parce que ça plante dans les écoles, n'étudie pas. Vous voyez, il y a la grève des enseignants, il y a même des manifestations des élèves dans certains endroits. Et donc, une autre question a été adressée au ministre d'État de comme vous avez déjà mis un pied dans le domaine de l'éducation, nous allons parler du harcèlement. C'est vrai qu'en Europe, le harcèlement dans le milieu scolaire est c'était vraiment un phénomène social très grave, parce qu'il y a même des élèves qui se suicident en Occident par rapport au harcèlement. Je ne sais pas si c'est nous, ça a la même ampleur. Est-ce que vous avez personnellement, ou vos enfants, je sais que vous avez encore des petits-enfants, est-ce que dans votre entourage, vous avez connu le harcèlement dans le milieu scolaire? Quelqu'un de proche, même vous-même, est-ce que vous avez déjà été harcelé à l'école? Non, je n'ai pas un témoignage si direct, mais je sais que ça doit faire mal, quoi. Le harcèlement, ça doit faire mal, d'abord pour la victime et pour les proches de la victime, les parents, les aînés de la victime, les membres de famille. Et nous devons rééduquer notre société. La société doit être rééduquée sur le respect de l'autre, le respect du corps de l'autre, du corps de la jeune fille ou du jeune garçon. Il faut vraiment, cette éducation doit avoir lieu. Et puis, il y a de la sanction aussi. Les lois existent. Il y a la loi sur les violences sexuelles qui existe. Il y a la loi portant protection de l'enfant. On devrait mettre fin à toute cette influence négative qu'exercent certains enseignants sur leurs élèves pour profiter de leur état d'infériorité. Il y a ce qu'on appelle le point sexuellement transmissible. Et d'autres sortes de harcèlement, pression psychologique et tout ça. Et donc, on devrait constituer dans les écoles des centres d'alerte précoce, des systèmes d'alerte précoce. Et on devrait vraiment mener une vaste sensibilisation dans les milieux éducatifs et faire appliquer la loi parce qu'elle existe. Dès qu'une loi existe, elle a été promulguée, eh bien, elle doit être appliquée. Puisque les faits précèdent le droit, comme on dit. Bien sûr, les faits précèdent le droit. Voilà. Mais chez nous, c'est passé inaperçu. Mais le harcèlement en milieu scolaire, c'est vraiment une réalité. C'est vraiment une réalité. Il y a beaucoup d'enfants qui le vivent et qui ne parlent peut-être pas à la maison. Le problème, c'est qu'on n'a pas la culture de plainte aussi. Oui, c'est ça. En Afrique, généralement, on n'a pas la culture de plainte. Bon, on banalise. Comme on dit, donc, on n'aime pas les procès. Les Africains n'aiment pas les procès, n'aiment pas accuser, n'aiment pas dénoncer. Et je crois que s'il s'agit de nos droits, pourquoi ne pas dénoncer? Quand ce sont vos droits qui sont lésés, je crois. Surtout les droits des enfants, de nos enfants. Bien sûr, c'est une culture qu'on devrait développer de plus en plus. Ce n'est pas de l'alarmisme, mais il s'agit de nos droits. Dès que les droits de quelqu'un sont lésés, surtout que les enfants parlent, qu'il faut parler avec. C'est vrai que nous aussi, parents africains, de fois, nous avons difficile à dialoguer avec. Vous savez, dans les hôpitaux, dans un autre domaine, vous savez, il y a beaucoup d'erreurs médicales dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de dames qui meurent lors de l'accouchement à cause des erreurs médicales. Mais il n'y a pas beaucoup de plaintes, vous voyez.
Et je crois que dans notre société, on devrait On améliorer. devait avoir la culture de la plainte. Et moi, je le dis, surtout la culture du dialogue avec les enfants. Les parents doivent être très attentifs, avoir au moindre changement du comportement de son enfant. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe à l'école. Voilà, donc il faut que les parents aussi soient un peu plus attentifs. Maintenant, nous allons aller en politique, parce que je sais que les Congolais adorent ça. Nous allons parler de ces consultations. Vous le savez, les consultations ont débuté il y a déjà quelques jours. Il y a presque toutes les couches sociales qui sont passées et les politiques ont commencé. Hier, vous avez vu, le président a reçu Jean-Pierre Bemba, Lola Kisanga, beaucoup de personnes. Voilà, les anciens gouverneurs de la Banque centrale. Il y a eu vraiment un balai, je ne dirais pas diplomatique, mais un balai politique chez le chef de l'État. Et beaucoup attendent vraiment les résolutions de ces consultations parce que le chef de l'État a promis, après ces consultations, eh bien, il reviendra vers nous pour notre discours. J'espère que ce discours aura peut-être plus de 6 minutes, hein, parce que vraiment ces consultations, j'ai l'impression que les gens ont beaucoup à dire. Deuxième condensé, mesdames et messieurs. Répondant favorablement à l'idée de créer une union sacrée entre les Congolais, le président du MLC, Jean-Pierre Bemba, a été consulté ce mercredi par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Un entretien de quelques minutes sur la situation politique de l'heure. Au sortir de leur rencontre, Jean-Pierre Bemba s'est dit favorable à tout dialogue. J'ai vraiment pas de déclaration à faire. C'est très gentil, je vous remercie en tout cas. Tout s'est bien passé, mais j'ai pas de déclaration à faire. Je dois reprendre l'avion maintenant là. Mais ça a été Merci cordial, bien. Ça a été très cordial. Okay. Merci bien. Merci. Et vous saluez cette initiative? Absolument, absolument. Et vous soutenez l'Union sacrée? Absolument. Je soutiens en tout cas tout dialogue entre les Congolais. Il n'y a pas de problème. Absolument. Je ne sais pas. C'est possible. Notons que le président du mouvement de libération du Congo est le premier leader de la MOUCA à être reçu par le président de la République, Félix Tshisekedi. Quand vous vous alignez derrière Félix Tshisekedi, donc vous vous alignez derrière le peuple. C'est comme cela qu'ils ont compris ils ont compris l'intérêt de s'aligner, de servir son peuple. Quand bien même c'est en retard, mais il n'y a pas de temps pour faire quelque chose de bien. La différence entre Félix et Kabila, ça c'est sûr. Félix est un plein pouvoir. Il exerce son pouvoir en tant que garant de la nation. La consultation initiée par Félix, ce n'est pas pour imposer à faire quelque chose. Par contre, c'est Félix qui a le dernier mot. C'est lui qui impose. Il vous consulte et après il vous dit ce qu'il fait. Parce que le souci de Félix, c'est servir le peuple, la population. Donc, il va accepter ou alors il va travailler avec celui qui sera prêt pour servir le peuple. Donc, quant à FCC, parce qu'il n'a pas la vision de servir le peuple, je ne pense pas que l'FCC pourra s'aligner de Félix. Mais sinon, nous les appelons, qui viennent, qui regagnent le camp de la raison pour servir le peuple congolais. Aujourd'hui, on a compris que les gens qui étaient très silencieux commencent à parler. J'ai constaté, sans blague, je dois vous dire, moi je suis professeur d'université, je dois vous dire, le chef de l'État n'a fait que 6 minutes pour son discours, mais nous avons plus de 40 réunions de ce côté-là. Ça veut dire quelque part, ça bouge. Les lignes bougent. Et je félicite le sénateur Lola Kisanga pour son engagement citoyen et aussi le courage de l'excellence ministre Pius Mwabilou. Voilà les gens que le pays a besoin. Le pays a besoin de ces gens-là pour qu'une fois on puisse assurer le décollage. Mais sans ces gens-là, si nous sommes des gens qui devront renouveler les serments à tout moment, je ne sais pas. Mais même les serments qu'on renouvelle, moi, je peux épouser une femme aujourd'hui, mais demain aussi je peux demander le divorce aux députés du FCC de pouvoir saisir la balle au bon pour que finalement ils puissent comprendre que les sons du changement à sonné. Il est là, il faut que tout le monde nous puisse fédérer auprès du chef de l'État qui est le garant de la nation. Monobo, quelle est la position officielle de l'UNC? Je sais que vous n'êtes pas le porte-parole de l'UNC, mais il y a un silence assourdissant de l'UNC par rapport aux consultations.
Vous savez que l'UNC fait partie du cash. Rien n'empêche. Oui, la première force sur laquelle compte Félix Tshisekedi, c'est l'UDPS, naturellement, c'est son parti. Il en a été président national. Et puis la deuxième force, c'est l'UNC. Et alors, la meilleure attitude pour nous, c'est de rester calme, serein. Ça veut dire, il faut déduire par là que nous appuyons le président de la République. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais est-ce qu'on a déjà consulté l'UNC? Exactement. Bon, c'est difficile de se consulter soi-même, peut-être. Okay. Vous comprenez? Parce que nous faisons partie de la coalition. Certains compatriotes veulent à tout prix la présence de Vital Kamerhe aux consultations. Alors là, il faut poser la question au président de la République. Moi, je peux déduire que malgré que Vital Kamerhe soit dans cette situation, il va sans dire que le président Tshisekedi a toujours besoin de lui. Vous savez, Vital Kamerhe, c'est une sorte de mémoire institutionnelle de quelques années. Depuis Musée, depuis Musée, il connaît beaucoup de choses, Vital Kamerhe. Eh bien, on apprend toujours des autres, vous voyez. Et puis, nous savons les contextes qui a fait à ce que Félix Tshisekedi devienne président de la République. Vital Kamerhe a joué un très grand rôle. Et donc, sans passer, puisqu'il y a eu une décision judiciaire, moi, je crois que ça ne serait pas peut-être beaucoup réfléchir. C'est ce qui pousse certaines personnes à penser que Vital reste quand même les consultations ici, est-ce que cela démontre l'échec de la gouvernance du président Félix-Antoine Tshisekedi? 2 ans après, il s'est rendu compte que ça ne va pas. Est-ce que pour vous, un aveu d'échec, un aveu d'impuissance ou l'envie de faire mieux? Alors, s'il faut parler d'échec, ça ne serait pas à lui seul. Vous savez, il n'a pas été seul dans la gouvernance. Il a la présidence de la République, mais le gouvernement appartient au FCC. Et donc, je ne voudrais pas qu'on réfléchisse en termes d'échec pour l'un ou gain pour l'autre. Alors, s'il y a échec, je parle de si, je ne confirme rien, ça serait alors partagé, vous comprenez. Il y a eu l'alternance que nous avons tous saluée en janvier 2019, la toute première alternance pacifique au Congo, et puis il y a eu un accord aussi. C'est vrai, on n'a pas beaucoup parlé d'accord au début, mais de plus en plus on parle d'accord. En fait, vous mettez la puce à l'oreille. Moi j'aime bien interrompre, vous mettez la puce à l'oreille. L'accord. Parce que beaucoup disent, surtout le membre du FCC, il faut le dire, moi je ne mâche pas les mots, que le président ne respecte jamais les accords. On dit que l'accord entre lui et Kabila est déjà rompu. Alors j'aimerais bien savoir, Monobo, l'accord de Nairobi, toujours d'actualité? Oui, je peux dire que c'est toujours d'actualité. Parce qu'il faut savoir ce que prévoyait cet accord. Parce que pour qu'on dise qu'un accord est tombé caduc, eh bien, il faut qu'on voie toutes ces dispositions et pas seulement une seule disposition. C'est vrai, l'une des dispositions était que Vital Kamerhe devienne Premier ministre, mais il n'y avait pas que ça comme clause. Il y a eu beaucoup d'autres clauses. En 2023, vous deviez, l'UDPS devait soutenir l'UNC. Nous pouvons faire toute une émission spécialement vous mettez la puce sur l'oreille dédiée à ça. Parce et donc moi, je peux dire, à nous les Noirs de ne jamais respecter nos accords, moi, je pense que cet accord, tout ça. Je pense que cet accord existe toujours. Existe pour l'accord de Nairobi, toujours existe toujours. Et je pense aussi que l'accord entre Félix Tshisekedi et le FCC, je peux dire aussi que ça existe. Beaucoup disent que c'est déjà tombé à l'eau. Je peux dire que ça existe. Par rapport à son discours, on dirait qu'il y a une sorte de rupture. Dans ce discours, moi je crois que j'ai compris qu'il y a un malaise. Je ne pense pas vraiment qu'on soit arrivé à une rupture. Point de non-retour. Il y a un véritable malaise. Le malaise, il faut qu'on explique le malaise en question. C'est là se voit aujourd'hui. Le FCC maintenant là est en retraite. Le malaise. À Safari Beach. Voilà, l'Assemblée nationale ne fonctionne même plus parce que le projet de loi... On va en parler. Voilà. On va en parler. Le malaise, c'est que... Il y a malaise. Je préfère qu'on choisisse bien les mots à utiliser. Malaise, oui, il y en a bel et bien. C'est ce qui est ressorti du discours du président de la République. Il y a un malaise quand on voit les rapports entre le président de la République et son Premier ministre, qui n'a pas répondu présent à la cérémonie des prestations de serment, on sent vraiment qu'il y a un problème, et beaucoup de ministres qui n'ont pas été là-bas ce jour. Et puis, une autre cérémonie qui a eu lieu juste après, on sent l'absence au Chaisevoix, là où on délivrait les diplômes au Centre des hautes études de la défense. On sent quand même qu'il y a un problème.
et que le président de la République aurait voulu peut-être avoir un nouveau président, un nouveau premier ministre. ministre. A des incidences, ce malaise on peut déduire a une incidence sur le bon fonctionnement des institutions. Je le répète, ça ne peut fouillez pas ma question. L'Assemblée nationale, ça ne peut vous pas ne fonctionnez plus. Voilà, il n'y a pas de quorum. Ça ne peut pas ne pas avoir d'incidence. Je ne peux pas être hypocrite pour vous dire que tout se passe comme sur des roulettes. Non, l'incidence, il y en a bel et bien, et ce n'est pas une bonne incidence, un impact négatif. Vous l'avez dit. Et moi, mais je reste optimiste et qu'on pourra toujours se rattraper. Et donc, il y a un vrai malaise. Le président aurait voulu peut-être avoir un nouveau Premier ministre, aurait voulu avoir peut-être des ministres qui sont beaucoup plus loyaux, peut-être une présidente de l'Assemblée ou du Sénat. Ouais, en termes de collaboration, il se pose quand même des problèmes. Mais il n'y a pas une crise. Jusque-là, il n'y a pas une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée. L'incidence sur l'Assemblée nationale, par exemple. Ce malaise pourra-t-il conduire, après les consultations, Munobo, à la dissolution de l'Assemblée nationale? Vous êtes député. Vous êtes pour la dissolution de l'Assemblée nationale Je ne crois pas que ça soit... Garder tous vos avantages. Non, ça n'a rien à voir. Déjà, les avantages, il n'y en a plus beaucoup. Vous voyez, oui. Parce que nous, on ne peut pas se mettre en train de nous plaindre. S'il y a une personne en qui on ne peut pas vraiment avoir pitié, sur qui on ne peut pas avoir pitié, c'est peut-être les députés, parce que déjà tout le monde considère que nous on est des bourgeois. C'est comme ça que dans l'imaginaire collectif, les riches au niveau de la République, c'est notamment les députés, c'est ce que les gens pensent. Alors un député, même s'il est en difficulté, même si c'est le cas actuellement, je ne peux pas me plaindre devant les gens. Je ne peux même pas montrer que on a des problèmes, ça ne marche plus et tout. Parce que les gens, nous n'allons bénéficier d'aucune compassion. Vous comprenez? C'est pas comme ailleurs où vous voyez des gens cotiser pour leurs députés. Aux États-Unis, il y a des gens qui donnent des dons. Il y a des basket funds pour les élus. Mais ce n'est pas le cas ici. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas... Je ne voudrais pas... Mais le problème, c'est qu'une dissolution de l'Assemblée aura beaucoup de conséquences. Mais cela permettra au chef de l'État d'avoir cette fameuse majorité, puisque... Eux, ils disent que c'est le FCC qui bloque tout. C'est vrai que vous êtes de cash, mais ils disent tout le mal aujourd'hui, c'est parce que le FCC bloque tout. Le FCC d'abord, pour qu'il y ait dissolution, pour qu'il y ait dissolution, il faut qu'on arrive à démontrer qu'il y a une crise persistante sur le plan politique. Mais ça fait déjà combien de mois entre le gouvernement et l'Assemblée? Ça fait combien de mois qu'on a une crise? Mais il n'y a pas de crise. Au sens du droit constitutionnel, il n'y a pas de crise. Au sens du droit constitutionnel congolais, il n'y a pas une crise entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Il n'y en a pas. Il y a un malaise entre le président de la République et le Premier ministre. Il n'y a pas une très très bonne collaboration visiblement entre le président de la République et le président des deux chambres. Vous voyez, c'est à ce niveau-là. C'est entre les personnalités. Moi, je reste convaincu. Non, expliquez. Il ne faut pas faire passer les détails. Moi, j'aime les détails. Donc, il y a problème entre les personnalités, mais pas entre les institutions. Parce que Janine Mabunda, le président est une institution. Lui-même, le président Fachi est une institution, mais Janine Mabunda n'est pas l'institution Parlement, Tambo n'est pas l'institution Sénat. Oui. Donc il y a problème entre personnalités. Et donc moi entre institutions. Et donc moi je pense, moi je ne peux pas interférer sur ce que fait le président de la République. C'est dans son pouvoir discrétionnaire. La discipline nous est demandée, quoi. Et moi je suis très discipliné comme acteur politique et loyal, parce que j'appuie le cash. Je suis de l'INC et je vous disais tantôt que je n'estimais pas que c'était très très important. Qu'on montre à la télévision que l'UNC aussi a été consulté parce que nous faisons partie de la coalition du président. Alors moi je crois que ça pouvait se résoudre un entretien, un dialogue entre le président Tshisekedi et l'ancien président Kabila pouvait arriver à trouver d'autres solutions. Peut-être à trouver un nouveau Premier ministre, peut-être à trouver... Les consultations, vous semblez dire que les consultations sont... inopportune. Il y a deux orientations, parce que le président de la République veut arriver à un objectif, c'est-à-dire avoir un Premier ministre, une nouvelle action gouvernementale, des gens qui seront beaucoup plus loyaux à lui, vous comprenez, pour que la collaboration soit fluide, et peut-être voir un président de l'Assemblée et du Sénat beaucoup plus coopératif pour l'appuyer dans son action. Il pouvait arriver à réaliser cet objectif à travers un entretien, un dialogue avec le président Kabila. Tout comme il peut arriver à cet objectif, je dis il peut. Je ne dis pas que nécessairement que ça arrivera. Il peut arriver à travers ce qu'il fait. Donc la consultation, arriver à requalifier la majorité parlementaire. Merci. Et je crois que nous devons
Requalifier la majorité, ça c'est faisable. Hein? Oui, c'est possible. C'est Il n'y a rien d'impossible en politique. Okay. Même si ce n'est pas toujours si facile à réaliser tout mais ça. Parce qu'il faut être réaliste. Nous allons parler maintenant de l'arrivée de Moïse Katumbi à Kinshasa, 5 ans après. Vous savez comment il a eu d'énormes problèmes pour revenir à Kinshasa. On se rappellera ce qui s'est passé à Kasumbalesa à l'époque et tout ça, mais il est maintenant à Kinshasa. Et nous allons parler de la retraite du FCC, hein, parce qu'aujourd'hui, tous les problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les blocages aujourd'hui, c'est le FCC, selon Cash et selon l'UDPS. Si tout ne marche pas aujourd'hui, comme sur des roulettes, eh ben, c'est parce que le FCC bloque tout. Troisième condensé, mesdames et messieurs. Une foule a craqué, les sympathisants et militants de la plateforme Ensemble pour le changement s'y sont mobilisés pour offrir un accueil digne aux fils du pays. En provenance de Lubumbashi, Moïse Katumbi Chapwe a foulé la capitale congolaise accompagné de son cortège. À sa descente de l'avion, le président de Ensemble pour le changement remercie le peuple quinois grâce à qui le troisième faux penalty a été évité. Une grande joie, je voudrais d'abord remercier le peuple quinois. S'il n'y a pas eu de troisième faux penalty, c'est grâce aux Quinois. Après 5 ans d'absence dans la capitale suite à un exil politique, le président de Ensemble pour le changement vient répondre à l'invitation du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi sera au Palais de la Nation ce samedi 7 novembre, sauf imprévu. Sa procession depuis l'aéroport de Njili avançait à pas de tortue, comme pour dire qu'il faudrait plusieurs heures pour atteindre l'échangeur, lieu du meeting. L'annonce a été faite ce jeudi par Néhémie Mouilania, coordonnateur de cette plateforme politique chère à l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Après les travaux préparatoires débutés le lundi dernier, le Front commun pour le Congo est en retraite politique ce vendredi 6 novembre 2020 à Safari Beach. Ces assises interviennent dans un contexte particulier caractérisé par la crise au sein de la coalition FCC-Cash. Ici, il est noté que la plateforme dont l'autorité morale est Joseph Kabila dit se réunir pour lever quelques options quant à la situation actuelle du pays. Mais dans l'entretemps, le président Félix Tshisekedi, autorité morale du camp pour le changement, a lancé des consultations depuis lundi en vue de recueillir les avis des acteurs sociopolitiques du pays pour créer une union sacrée de la nation. Pour rappel, lors de l'annonce des consultations, le chef de l'État avait promis de revenir vers le peuple pour lui faire part des décisions qu'en découleront. Signalons qu'à l'issue de cette retraite politique, le Front commun pour le Congo donnera sa position officielle sur les consultations amorcées depuis ce lundi par le président de la République, Félix Tshisekedi. Lunombo, vous avez vu l'arrivée de Moïse Katumbi, une foule en délire. Et je me rappelle du propos de Christian Mwando Simba, Kinshasa est tombé. Alors on se pose la question. D'ailleurs, un internaute m'a dit de vous poser cette question à vous, les politiques de notre pays. À chaque arrivée d'un homme politique congolais, on doit assister à cela, à chaque fois qu'il y aura retour d'un politique, ou l'arrivée d'un politique à Kinshasa. Bon, moi je ne trouve rien de mal à ça, c'est peut-être la popularité, qui sait, hein? Donc je ne voudrais pas commenter là-dessus, mais je note que beaucoup ont été en effet accueillis comme ça. Hier c'était Moïse Katumbi, Bemba a été accueilli, Fayoul aussi a été Joseph Kabila, largement accueilli. Félix Tshisekedi, je me rappelle. Oui, on se souviendra certainement. Antoine Tshisekedi, Étienne, pardon. Excusez-moi, Étienne Tshisekedi de la même façon. Donc, c'est une culture quinoise en fait. On doit se souvenir certainement aussi de Vital Kamerhe qui, quand il donnait des mots d'ordre pour des manifestations, c'était des foules et des foules. Ah oui, vous voyez, à un moment donné, il était même à l'avant-plan. Je me rappelle encore Fachi Vite à l'époque, pendant la campagne électorale. C'est une culture quinoise. C'est une culture, oui. Il y a de la popularité aussi, hein, parce que je ne dois pas faire les petits jaloux puisque les autres ont été accueillis. Il y a de la curiosité, certes, mais il y a aussi de la popularité. Ok, Monobo. Beaucoup disent que ces gens, en fait, les politiques comme Katumbi, Bemba sont reçus à titre personnel, comme personnalité politique. Et
leur regroupement politique, on ne sait pas vraiment leur position officielle. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la position officielle d'ensemble par rapport à ça, quelle est la position officielle de Cash. D'ailleurs, le FCC, c'est sûr, il ne participe pas. Pourquoi? Il y a même Lola qui s'engage, je ne sais pas. Lola est du FCC, non? Oui, mais il est allé en tant que personnalité. Oui. Est-ce que c'est ça, c'est qu'on appelle le débauchage, en fait? Est-ce que le président est en train de débaucher Bemba, Moïse Katumbi, pour les consultations, pour refaire l'union sacrée? C'est du débauchage? Non, l'idée c'est le débauchage, c'est pas seulement au FCC, hein, ça peut se faire ensemble, dans la Mouka et partout. Donc c'est ça le débauchage? En fait, schématiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a le président Tshisekedi qui a l'UDPS et l'UNC, ça c'est Cash. Mais qui veut aussi avoir d'autres pour arriver à cette réqualification. Quoi. Cette union sacrée. Oui, il y a Bahati, AFDC, il y a peut-être Bemba, il y a peut-être Moïse Katumbi. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. C'est pas du débauchage. Moi, je pose la question directe. Je ne sais pas s'il faut utiliser le terme débauchage. Je ne sais pas s'il faut vraiment utiliser. C'est un appel patriotique. Peut-être qu'ils sont convacus qu'ils doivent faire. La conviction de faire cette union sacrée. Le Congo d'abord. S'ils sont convaincus qu'ils doivent vraiment convaincus comme acteurs politiques qu'il faut qu'ils viennent renforcer l'action du président Tshisekedi, alors là, on ne parlerait pas de débauchage. C'est-à-dire qu'ils ont été convaincus par les messages du président de la République. Mais le débauchage, ça se fait? Il faut être politique. Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas aussi vous garantir. Qu'il n'y a pas eu. Moi, je ne peux pas aussi, sur ces plateaux, garantir qu'il n'y aura aucun débauchage. De part et d'autre, il peut y en avoir. Hein. Ça peut se passer aussi dans le sens contraire, que quelqu'un qui est du Cash traverse, va de l'autre côté. Parce que c'est une bataille qui se passe au Parlement. Vous voyez, et qu'au finish, ne gagnera que celui qui présentera une nouvelle majorité. Oui, c'est un peu comme les duels électoraux, le bleu et le rouge. Quoi. Aux États-Unis. En fin de compte, il faudra constater celui qui a eu beaucoup la deuxième de sièges au retraite Parlement. Du FCC, comment vous lisez ça? Quelle est votre lecture? Est-ce que c'est une fuite en avant? C'est une façon, parce que nous avons entendu la phrase du président, il faut faire de la résistance. Est-ce que le FCC est en train de faire de la résistance aujourd'hui? Oui, c'est pas à minimiser. Hein? C'est pas à minimiser parce que les discours du président avaient quand même l'allure assez considérable. Quel président? Avec honoraire ou le président? Quand on parle du président, ça sous-entend le président Tshisekedi, qui est le président en exercice, le président en fonction. Et donc, c'est normal que de l'autre côté, ils n'ont pas minimisé cette annonce du président. Ils ne minimisent pas aussi le travail que fait le président actuellement de consulter toute la classe politique. Il n'y a pas que des politiques, il y a les forces vives qui sont consultées. Et donc, de leur côté, ils se préparent aussi. Parce qu'ils ne veulent pas être pris au dépourvu, vous voyez. Parce qu'en politique, on ne se fait jamais des cadeaux, ça, vous le savez. Et moi, je suis du Cash et je dois savoir que les autres, ils ne vont pas attendre qu'on leur fasse des cadeaux. Répondez-moi. Et donc, sans doute que si l'idée étant de réqualifier la majorité, et ils feront peut-être tout pour que cette majorité ne se réqualifie pas. Et donc, on est dans un véritable duel. Juvenal Mondobo, répondez-moi vraiment franchement. Vous êtes un acteur politique, 2 fois d'ailleurs élu député national. Donc, vous êtes déjà vous baignez vraiment dans l'ambiance politique de notre pays. Est-ce que le FCC est vraiment aujourd'hui l'adversaire du président de la République? Est-ce qu'il faut parler d'adversité? On peut parler de quoi? Ennemi? Puisque adversaire, c'est peut-être plus propre. Parce que moi, je mets en politique, je parle du terme d'adversaire politique. Si on avait un item avec des choix multiples, eh bien, j'écarterais adversité, j'écarterais animosité entre quelques hauts cadres de la coalition qui soutient Tshisekedi, donc du Cash, avec quelques hauts cadres du FCC. Raison pour laquelle le président Joseph Olengankoy, vous savez, moi j'ai beaucoup considéré ce qu'il a dit. Il faut qu'on arrive à une rencontre entre le président Tshisekedi et l'ancien président Kabila. Mais ils se sont rencontrés beaucoup de fois, c'est pas la première. Ils se rencontrent déjà. Dans la nature même. Ils se rencontrent déjà. Le nouveau régime, qui est en quelque sorte un régime partagé entre Tshisekedi et Kabila, parce que Kabila détient la majorité au Parlement. Eh bien, dans la nature et le fonctionnement de ce régime, c'était les dialogues quasi permanents, entre les deux têtes. Eh bien, lui, il opte encore pour ça, et je crois que c'est une solution quand même assez sage, que les deux devraient se rencontrer en dehors des extrémistes. Mais s'ils se rencontrent parce que des extrémistes, il y en a, de part et d'autre. S'ils ne se parlent plus, puisque les gens ont l'impression que c'est vrai qu'en politique congolaise,
tout est possible, vous l'avez dit. Mais s'il arrivait que le 2 là, c'est fini, ils ne se rencontrent plus. C'est pourquoi je vous disais, il y a deux solutions. La première solution, ça sera qu'ils ne vont plus se rencontrer et que les consultations vont continuer jusqu'à ce qu'on arrive à voir si ça sera possible de requalifier la majorité parlementaire. Ça, c'est une première hypothèse. Le président Tshisekedi peut opter pour ça, c'est-à-dire il exclut dans un premier temps tout dialogue. Une autre hypothèse, ça serait finalement rencontre avec le président Kabila et obtenir ce qu'il cherchait à obtenir à travers... du Premier ministre. Oui, tout est possible, ça peut arriver. Aujourd'hui, le gouvernement est-il démissionnaire? Non. Parce que ça fait deux ou trois semaines qu'il n'y a plus de... Non, pour qu'un gouvernement soit démissionnaire, il faut le vote d'une motion de censure, non? Comme c'est prévu dans la Constitution. Mais comment vous travaillez aujourd'hui dans cette ambiance de guerre, de malaise? C'est ce malaise-là qui a un impact. À l'Assemblée nationale, par exemple, comment vous travaillez avec ce malaise qui a un impact, malheureusement, sur le fonctionnement de l'Assemblée, parce qu'il était prévu l'examen de la loi sur la reddition des comptes. La dernière fois, c'était la loi des finances rectificatives qu'on a adoptée. Ça a été envoyé à l'ECOFIN pour approfondissement. Et donc hier, on devrait examiner et voter la loi sur la reddition des comptes. Et puis après, ça devait être l'examen du budget pour l'exercice 2021. Ça a été fait. Je suis d'accord avec vous que tout ça plante à cause de la situation politique actuelle marquée par le malaise. Encore une fois, j'aimerais bien qu'on utilise le terme malaise et non rupture, parce qu'on n'est pas encore à la rupture. Ça, c'est une question personnelle. Comment jugez-vous oui, j'emploie ce terme, ou la prestation de Janine Mabunda comme chairman de l'Assemblée nationale, parce que beaucoup se plaignent de la façon dont elle gère l'Assemblée nationale. Beaucoup disent que beaucoup de propositions de projets de loi sont mis dans les oubliettes, dans des tiroirs. Elle favorise que le PPRD ou sa famille politique. Elle ne laisse pas trop la parole à l'opposition. L'opposition se sent frustrée. L'opposition n'est pas à l'aise à l'Assemblée nationale. L'opposition ne fait que de la figuration à l'Assemblée nationale. Et moi, je pose la question à un député national, membre de cette majorité, parce que c'est le FCC cash. Comment vous... Donnez-moi une note sur 10. Comment vous la jugez? Non, je ne m'avancerai pas. Je vous en prie, parce qu'après tout, il y a un bilan en 2023. Non, je ne m'avancerai pas sur... Vous avez peur de perdre votre poste ou d'avoir... Non, pas du tout. Moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Alors, ça vous le savez. Comment vous jugez ça? C'est assez bien, quoi. C'est assez bien comme travail. Ce n'est pas un recul de la démocratie. L'action de Mabunda ne contribue pas à un recul de la démocratie. Vous êtes à l'aise, vous exprimez, on est dans la bonne voie, mais il y a des choses qu'elle doit impérativement améliorer. Elle doit améliorer dans la programmation des points au niveau de l'agenda, non seulement de la session, dans la programmation des plénières, quoi. Il y a des questions prioritaires qui devaient déjà être débattues. La question des réformes électorales, la question de la loi électorale et tout, ça devait être considéré comme prioritaire. Mais on a comme l'impression que c'est relégué. La question du budget, elle devrait être considérée comme prioritaire. Mais là, peut-être elle est excusée à cause de la situation qu'on traverse actuellement, du malaise. Elle est aussi autre question, elle doit y être, absolument, parce que c'est une grande rencontre du FCC. Mais aussi, le paiement, par exemple, des assistants, il faut qu'elle fasse un effort parce qu'il y a un malaise à ce niveau-là. Il y a un mécontentement. Mon malaise me revient, quoi. Mécontentement des assistants. Des assistants, ils ne sont pas régulièrement payés, donc c'est des questions pour lesquelles elle devrait améliorer. Mais je n'ai pas beaucoup de plaintes à exprimer. Elle dirige assez bien, éloquemment, les débats à l'Assemblée nationale. Je vois qu'elle accorde la parole à l'opposition. Mais il y a des choses qu'elle doit absolument améliorer. Nous allons aller à Inga, mesdames et messieurs. Vous le savez, ça fait depuis un certain temps que le courant électrique, la situation s'est encore empirée. Déjà que ça ne va pas, mais cette fois-ci, on peut faire... comme chez moi à Massina, j'ai fait un mois full sans électricité. Donc, voilà. Donc, on doit vraiment trouver une solution très, très rapidement pour le courant électrique. C'est pour cela, peut-être qu'il y a eu cette descente des autorités au barrage d'Inga. Et nous allons parler un peu de la SENCO, du lancement d'un projet de la SENCO. Au cours de cette activité, l'ambassadeur de la Suède en RDC, Olivier Biliamwabo, a remis un kit de matériel essentiellement composé de laptops, rétroprojecteurs, appareils photo, t-shirts et beaucoup d'autres biens
pouvant favoriser la mise en œuvre du projet. Toufaolo Pamoja. À en croire l'assistant chargé du programme de la Commission épiscopale Justice et Paix, Cyril Ebotoko, ce projet a pour objectif d'amplifier la voix de la femme et celle de la jeunesse. Ce, pour les accompagner, afin que ces derniers soient représentés aux prochaines élections et dans la prise des grandes décisions du pays. Vise l'amplification de la voix des femmes et des jeunes. Pas seulement amplifier leur voix, mais aussi travailler avec eux pour que, à l'issue des élections de 2023, les femmes et les jeunes soient suffisamment représentés au niveau des instances décisionnelles. Le point focal du mouvement Rien sans les femmes, Fifi Baka, parle de 3 grandes lignes d'action à mener pour la participation de la femme à la vie publique. Ce projet prend en compte pratiquement trois volets, 3 grandes lignes d'action. Le premier volet, c'est plus par rapport aux activités de plaidoyer que le mouvement est habitué à mener. Le deuxième aspect, c'est par rapport à l'implication de la femme dans les mécanismes de gestion et de consolidation de conflits. D'ailleurs, là, nous venons de fêter les 20 ans de la 1325. Comment est-ce que la femme peut être présente dans la construction de la paix? Troisième volet, ce sera par rapport à l'autonomisation de la femme. Parce que cette femme-là, nous voulons bien qu'elle puisse évoluer au niveau de la politique, mais il y a des problèmes par rapport au faible pouvoir économique de la femme. Cela est décrié partout. Les femmes n'ont pas assez d'argent. Comment faire pour pouvoir les autonomiser? Ici et de Noteco, la CJP Senko a reçu ce projet grâce au concours de l'organisation catholique pour le développement d'Outre-mer. Paris gagné par la SNEL SA, la date butoir pour la fin de travaux à la centrale hydroélectrique d'Inga 1 a été respectée. Le G16 qui subissait d'intenses travaux de réhabilitation est désormais connecté sur les réseaux avec une capacité de 55 MW aux côtés des 5 autres machines. Après les essais techniques, le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Ponguluamba, accompagné du staff dirigeant de la SNEL, ont effectué une descente sur le terrain pour inspecter les travaux. Une visite guidée du directeur de la production OS et des responsables de ces 2 centrales ont permis au numéro 2 de Ressources hydrauliques d'avoir des explications claires sur la nature de ces travaux de réhabilitation et de modernisation d'Inga. Satisfait, le vice-ministre Papi Ponguluamba a loué la bravoure des experts de la SNEL pour la technicité avec laquelle les travaux se sont déroulés. Oui, j'étais dépêché par le Premier ministre du gouvernement sur la question de la République, venir voir ce qui se passe à Ira. Je suis content d'annoncer à la population congolaise et au climat en particulier que nos compatriotes congolais de la SNEL ont fait un travail de titan. Et aujourd'hui, nous avons mis en service 2 machines, ce qui nous donne un total de plus ou moins 195 MW, plus le séquentiel de G27, donc nous sommes pratiquement à 347 l'année. Sa visite d'inspection à la centrale hydroélectrique d'Inga a coïncidé avec la remise au réseau du groupe 4 d'Inga 2 qui était en arrêt depuis le début du mois d'octobre. Dans la même optique, le vice-ministre est allé à Inga 2 pour vérifier également les travaux du G27 et G28. Bonne nouvelle, le G24 démonté dernièrement a été également connecté sur le réseau avec une capacité de 130 MW et ce avant l'échéance prévue. Avant de quitter Inga, le vice-ministre a couché quelques mots sur le livre d'or pour exprimer la détermination du gouvernement dans la fourniture de l'énergie électrique. Juvenal Monomé, il y a combien de femmes députées à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Alors, je n'ai pas les sur chiffres, 500, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est un peu plus de 50. Donc, on est dans la proportion de 10%. À peine. À peine. C'est pas... Normalement, 30%, normalement, c'est dans la Constitution quand même, c'est un droit. Mais dans d'autres pays, bon, j'aime bien le Rwanda parce que ça fait mal, mais le Rwanda, c'est 50-50 aujourd'hui. Hein. Le Danemark, oui, ailleurs, le Rwanda, 50, le Rwanda fait quand même des progrès. Mais qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que c'est une question des femmes elles-mêmes? Les femmes ont peur d'affronter la vie publique ou vous, les hommes, vous mettez trop de boutons, vous ne voulez pas que les femmes émergent dans ce pays? Les tout. D'abord, il y a le fait que la société n'a pas mis les conditions nécessaires pour promouvoir, pour faciliter d'abord la scolarisation de la femme, quoi. Hein, c'est pas, on donnait priorité, si par exemple certains intellectuels faisaient étudier leurs enfants filles
leur donner les mêmes chances qu'ils donnaient aux garçons. C'est pas toujours évident. Donc, dans beaucoup de familles, on a plus accordé la chance aux garçons et pas aux filles. Et que les filles étaient surtout prêtes à être données en mariage et tout et tout. Ça a été d'abord une difficulté. Parce que la politique, il faut aussi de l'instruction. C'est l'instruction qui arrive à susciter les ambitions aussi pour faire la politique. Et puis, une autre chose, c'est beaucoup de leaders des partis politiques sont un peu machos. Ah oui, ça c'est sûr. Ils n'ont pas facilité beaucoup surtout sur la liste, quand il s'agit des élections. Oui, ils n'ont pas aligné beaucoup de femmes, ça c'est vrai. Là, c'est à considérer la femme comme victime. Mais il faut aussi considérer la femme elle-même, elle doit se battre aussi, parce que la politique, on ne se fait pas de cadeaux aussi. Dans des partis c'est un monde politiques, cruel, c'est un monde tellement cruel que les femmes ont peur. Et puis beaucoup de femmes ne croient pas aux autres femmes aussi. Vous verrez une femme toute compétente, mais elle ne reçoit pas l'appui de ses consoeurs, quoi, ou d'autres femmes. Moi je l'ai dit toujours, l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Oui, elle entre peut-être. Il y a d'autres qui entrent dans une compétition, que je ne peux pas voter tel, au moins encore voter un homme, et tout ça arrive souvent, quoi. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer quelques femmes députées que. Et pourtant, il y a des femmes très compétente. Voilà, il y a Christelle Wanga que j'aime beaucoup. Je l'ai reçue. Elle est compétente. Hein. Voilà, il y a Colette Chomba, il y a bien sûr, elle aussi. Henriette Ouamou, il y a qui encore? Il y a la madame de la FDC de l'époque, la princesse... Adèle Kaninda, voilà. Il y a la présidente de ma commission, Jeannette Kabila. Aussi. Il y a Jeannette Kabila aussi, il y a Madame Eve Bazaïba. Bien sûr. Il y a vraiment beaucoup de femmes. Désolée pour celles que je ne citais pas, mais c'est celle-là que je vois vraiment, et Madame Janine Mabunda, bien sûr, que je vois beaucoup, en tout cas, à l'Assemblée nationale. Et peut-être en 2023, les femmes osent lancez-vous. D'ailleurs, on me fustige, d'ailleurs, moi-même, en commençant, que je ne veux pas me lancer. Pourquoi pas vous aussi, parce que vous avez on me dit souvent de la compétence, vous en avez, ça transparaît. Voilà, que je me lance en politique, fille d'un grand homme politique, de l'ancien président de l'Assemblée nationale. On me dit souvent que je ne fais pas honneur à mon père de ne pas faire de la politique. Peut-être que ça va venir. Ça viendra. Papa, je viendrai dans cet hémicycle-là, peut-être en 2023. Soyez la bienvenue. Voilà, donc, Aïnga, qu'est-ce qui se passe avec ce grand barrage que nous avons, Juvenal Monobo? Mais parmi les premiers barrages au monde, c'est vrai qu'aujourd'hui, les autres commencent à construire. Il y a le Nil, il y a Congo-Brazza qui a construit son barrage, la Chine et tout ça. Mais nous avons vraiment un des plus grands barrages. Mais qu'est-ce qui se passe qu'à Kinshasa, on n'a pas de courant, d'ailleurs, la capitale, et je me demande si au Congo profond, il y a de l'électricité. Il y a un vrai problème de déficit énergétique au Congo, et pourtant les potentialités ne manquent pas. Il y a les grands Inga qu'on pouvait développer. Inga 1, Inga 2, Inga 3. 2, il y a, dans nos cours, nos rivières, il y a des chutes de rapides. C'est vraiment un potentiel énorme. Et d'ailleurs, il y a un livre que j'ai à la maison, j'oublie... Vous lisez beaucoup, je vois vos tweets. Vous publiez beaucoup de livres. Il y a un livre de Jean-Claude Willam, qui est professeur à l'Université catholique de Louvain, consacré effectivement à... C'est une étude sur Inga, où on montre qu'il y a eu beaucoup de promesses données aux Aïrois, aux Congolais, mais en réalité, Inga n'a jamais atteint... ses capacités. Et pourtant ça devait être un très très grand barrage, quoi, si on développait toute sa potentialité. Il y a donc un vrai problème de volonté politique. Est-ce que vous en parlez? Qu'est-ce qui manque? Il y a un problème de volonté politique. Il y a un problème de volonté politique, financement ou quoi? Je vais expliquer. Il y a un problème de volonté politique parce que nous on a fait des progrès. Certains peuvent penser que les députés ne travaillent pas. Déjà au cours de la législature passée, nous avons adopté une loi très importante pour améliorer la desserte en électricité au Congo. C'est ce qu'on appelle la loi sur la libéralisation du secteur de l'électricité. Cette loi existe. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la SNEL. Il n'y a pas que la SNEL qui doit fournir du courant aux gens. Cette SNEL, Société nationale d'électricité, qui nous amène des factures chaque fin du mois, même quand le courant n'est pas arrivé. Et sa consoeur, la Régie des eaux aussi, qui amène chaque fois des factures, même quand il n'y a pas de la Régie des eaux propose des citernes maintenant pour vendre de l'eau, parce qu'il y a des quartiers aujourd'hui... Ce sont des secteurs qui ont été libéralisés. En tout cas, l'électricité a été libéralisée. Il existe même une autorité de régulation de l'électricité, ARE. Mais le problème, c'est quoi? Il n'y a pas encore au niveau du gouvernement une politique incitative pour que les privés viennent et investissent dans le secteur. Parce qu'on a ouvert le secteur, mais il n'y en a pas beaucoup qui viennent avec des capitaux parce qu'ils sont frilés, ils savent qu'il n'y a pas assez de garanties sur le plan sécurité juridique. Il y a encore des tracasseries d'ordre administratif, c'est ce qui fait fuir un peu les investisseurs. Et ce n'est pas veut dire qu'il n'en existe pas, il y en a beaucoup à l'extérieur.
peut-être pas beaucoup de Congolais, mais des gens qui peuvent venir avec des offres de fourniture du courant électrique. Comme ça, avec la libéralisation, le monopole ne sera plus à la SNEL. En attendant que la SNEL améliore ses infrastructures, eh bien, oui, on a besoin... C'est un autre problème. Les on infrastructures peut avoir du courant vraiment, ailleurs. Tu sais, on aimerait avoir du courant, un peu comme ça se passe dans certains pays de l'Afrique de l'Est, avec des cartes prépayées. Mais il y en a déjà à Kinshasa, on avait essayé à un moment les cartes prépayées. Tout à fait. Et donc ça peut quand même soulager les gens. Comme ça, vous êtes sûr, vous savez que j'ai payé du courant, par exemple, pour $30. Mais les machines sont vétustes aujourd'hui, même les installations, on s'en plaint parce qu'on attend tout de la SNEL, c'est ça le problème. On s'en plaint encore, et c'est normal qu'on s'en plaigne encore, parce qu'on attend tout de la SNEL elle-même qui est débordée avec des problèmes, beaucoup de passifs, vous voyez, les infrastructures, comme vous le disiez, à l'état vétuste. Il n'y a pas un financement ou un autofinancement propre. Vous voyez, donc c'est une société. C'est vraiment une société qui a besoin. C'est une société qui a vraiment besoin d'un vrai redressement. Il faut vraiment. Je ne peux pas commenter trop là-dessus. Je suis astreint au droit des réserves, parce que moi-même je suis membre d'un conseil d'administration, la RVA. Oui, je suis administrateur, mais je sais que, je l'ai dit comme Congolais et comme député national, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce secteur de l'électricité et que toutes les solutions ne seront pas données par la SNEL. La libéralisation, c'est une opportunité et maintenant, il faut aller vers les investisseurs, les faire venir au Congo, les inciter. Avec la Covid ici... il faut vraiment que ça soit alléchant pour qu'ils viennent Il n'y a plus tellement de voyages avec la Covid, peut-être que le président, avec ses voyages, aurait pu ramener d'autres investisseurs parce que nous avons vu que les Allemands sont venus quand même signer un protocole. Peut-être que les retombées viendront, on ne peut pas se Peut-être après, parce que déjà il y a les retombées des Allemands avec les chemins de fer. Attendant la fin de la Covid. On reste optimiste. Voilà, le président va refaire son pèlerinage pour chercher d'autres investisseurs, peut-être après la Covid. Nous allons parler maintenant de nous, un peu de la presse, la GED. La GED a présenté son énième rapport, et c'est pas très reluisant. Pas très reluisant du tout, parce que la liberté de la presse est en train vraiment de reculer. Et le départ d'une centaine de Kuluna à Kanyama-Kasese, vous avez suivi les images, et bien sûr, la réaction n'a pas tardé à venir. Les députés ou le caucus de députés du Loi là-bas, si je ne me trompe pas, c'est là où ça se trouve, on dit que non, ils font quand même des mesures d'encadrement. Ce sont des Kuluna, ce sont des gens, des jeunes qui ont perdu un peu leur sens d'humanité. Il faut vraiment des mesures d'encadrement pour que l'insécurité ne se déplace pas de Kinshasa à Kanyama-Kasese. Avant-dernier condensé, mesdames et messieurs. Morale au zénith, ces jeunes délinquants, connus sous le nom de Kuluna, vont prendre la direction de l'aéroport d'Ndjili. Tôt ce matin, le commandant du service national, le général de brigade Jean-Pierre Kassongo Kabwik, ainsi que le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa, général Silvano Kassongo, s'assurent de derniers réglages, notamment l'identification de chaque Kuluna. Le convoi s'y dirige vers l'aéroport d'Ndjili. Tout le long du parcours, la population visiblement satisfaite a salué cette opération qui vise à lutter contre l'insécurité à travers la ville de Kinshasa. Embarquement pour Kanyama-Kasese via Mbujimaï terminé. C'est une nouvelle vie qui commence pour ces jeunes délinquants. Le commandant du service national Jean-Pierre Kassongo Kabwik précise. Ces jeunes gens, il fallait leur donner aussi une nouvelle chance, une deuxième chance dans leur vie. Il ne faut pas oublier, ces jeunes gens, nous ne les prenons pas pour aller les faire malmener. On les amène, je vous ai dit ici, pour une formation. Après la formation, ils seront embauchés, ils vont devenir bâtisseurs de la nation au service national. Cela signifie quoi? Ils seront des agents à part entière au service national, ils vont travailler, ils vont avoir un salaire. C'est du travail qu'on leur donne. Pourquoi les gens doivent s'inquiéter? Pourquoi les gens doivent avoir des arrière-pensées et être pessimistes quant à cela? La traque des inciviques se poursuit. La population est appelée à dénoncer tout mouvement suspect des Kuluna, explique le commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa, Silvano Kassongo. Le problème de la sécurité, ce n'est pas seulement le problème de la police ou de l'armée, c'est un problème qui concerne tout le monde. Tout le monde doit participer. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis des boîtes à lettres. La population doit dénoncer. Cette opération continue, on vous a dit 2000. Vous parlez de 800, on va aller plus que ça. C'est n'est qu'une première rotation, une deuxième, troisième, quatrième. La population doit participer activement. Dénoncer ce Kuluna qui se cache par-ci par-là. Par ailleurs, cette équipe de supervision a reçu la bénédiction du commissaire général de la police nationale congolaise, l'inspecteur divisionnaire en chef
Dieudonné Amouli. Nous avons exprimé au président que la population souveraine primaire ne se sent plus représentée par ces mandataires qui sont dans les institutions et qu'il faut penser très sérieusement à pouvoir restructurer ou reconfigurer l'Assemblée nationale. Nous lui avons remis la pétition de la société civile qui a aujourd'hui enregistré plus de 96 000 signatures et nous avons amené un échantillon que nous lui avons déposé. Et le reste, on a convenu qu'on viendrait le déposer solennellement. Au regard de ce que nous avons connu par le passé, où il y a eu des structures intégrant les politiques et la société civile, nous avons pensé que cette union sacrée puisse d'abord miser. Nous devons nous mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs. Dans notre message que nous lui avons déposé, sous forme d'un cahier de charges, nous avons énuméré 8 points. Mais l'essentiel qu'on peut retenir, c'est que nous avons constaté, ce que nous avons dit au chef de l'État, que 2 ans après la mise en place de la coalition FCC-CACH, nous nous sommes rendus compte que cette coalition n'a pas travaillé dans le sens de pouvoir porter les projets de la promotion et protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens tels qu'attendus par nous tous. Et que par conséquent, nous avons proposé au président de la République et nous l'avons encouragé à poursuivre avec ces consultations en vue de déboucher sur la requalification de la nouvelle majorité et une nouvelle action gouvernementale qui devra porter les vrais projets de société. Juvenal Monobo, vous avez suivi le rapport, pas très relisant. Il y a le retour de prédateurs et les prédateurs ont changé de figure aujourd'hui. Il n'y a pas que les militaires, les policiers ou le service de sécurité. Aujourd'hui, il y a les fanatiques des partis politiques, les militants des partis politiques, les milices armées et même les gouverneurs. Aujourd'hui, les autorités politiques qui censurent la presse. Pour ce qui m'a fait froid dans le dos, comme le gouverneur de Sankuru qui se permet de torturer comme ça les journalistes et c'est incroyable. Et aujourd'hui, je vous le dis, Juvenal Monobo, il y a même des journalistes qui regrettent Kabila aujourd'hui. Bizarrement. Les journalistes disent qu'on était beaucoup plus libre quand Joseph Kabila était là qu'aujourd'hui. Oui. Et pourtant, il faut quand même souligner que les premiers mois de la présidence Tshisekedi étaient assez encourageants par rapport à la protection des journalistes. Ça, il faut le dire. Et je pense que la petite décadence, il ne date pas de longtemps. Hein. Il n'y a pas longtemps que ça chute. C'est la situation dont vous parlez, dont nous parlons maintenant là, parce que les premiers mois de la présidence de Tshisekedi ont été quand même des premiers mois avec un bon bilan, la liberté de la presse. Et donc il y a encore un travail à faire à ce niveau, et je crois que le président de la République, la présidence de la République devrait nous aider aussi à nous aider à assurer le respect vraiment des droits des journalistes. Parce que dans un pays où les journalistes travaillent librement, eh bien, c'est l'image du pays qui va de l'avant. Mais dans un pays où on traque des journalistes, eh bien, c'est l'image du pays qui se trouve, qui souffre en fait. La toute dernière... Et je crois que ce que nous devons faire au niveau du Parlement, c'est qu'on ait vraiment une loi qui arrive à dépénaliser les délits de presse. Toujours pas cette loi-là, ça fait... Oui, depuis que je suis né, on parle toujours de mais la je reste dépénalisation. optimiste. Il y a un groupe de travail qui réfléchit là-dessus. Il y a les collègues Nyarugabo qui réfléchit. Il y a avec les acteurs de la société civile, comme le collectif 24. Moi-même, je suis de ceux-là qui réfléchit sur cette loi. Il faut quand même qu'on Il faut vraiment qu'on arrive à accélérer et qu'on arrive à faire doter et aujourd'hui, le pays. avec des gouverneurs qui se permettent de torturer les journalistes, qui ferment des organes de presse à l'intérieur du pays, au Kassai surtout, il n'y a plus d'émissions, de débats politiques. Évidemment, on ne doit pas attendre la loi. Il y a des lois quand même s'il n'y a pas encore une loi vraiment spécifique sur la liberté de la presse et la dépénalisation, mais les abus doivent être sanctionnés. Raison pour laquelle j'en appelle au leadership du président de la République. Il en va de l'image de sa gouvernance, de sanctionner, de taper sur ces gouverneurs-là. Il faut qu'on arrive vraiment à assister à des sanctions pour ces gens qui briment les droits des journalistes. Et au niveau du Parlement, je crois qu'il faut établir des passerelles aussi entre vous et nous. Au niveau du Parlement, il faut nous faire parvenir vos plaintes.
on peut voir la question, on peut interpeller. Prenons le dernier cas. Oui, on peut arriver à débattre de cette question, soit en commission. Voilà. Mais le dernier cas, par exemple, c'est ce qui s'est passé à la présidence de la République pendant les consultations avec ces jeunes qui ont balancé les images de cette faute des conseillers du chef de l'État. Et quelques minutes après, ils ont été appréhendés par les services et ils ont été mis au cachot pendant plus ou moins 48 heures. Et la question que je pose, parce que le président avait dit que les cachots de l'ANER étaient fermés. Mais ces jeunes, nous les avons approchés, ils ont dit qu'ils étaient dans les cachots de l'ANER. Qui ment à qui dans ce pays? Oui, c'est ça. Bon, je n'ai pas assez d'éléments par rapport à ça, mais moi, je souhaite qu'un journaliste, qu'on laisse au journaliste de bien faire son travail. Vous avez esquivé ma question. Vous avez esquivé ma question, Juvénal. Vous êtes dans la commission de défense et sécurité. Bien sûr, je sais. Le président avait dit que tous les cachots de mais l'ANER je reste d'accord avec fermés. vous. Je reste d'accord avec vous. Bon, sans citer nécessairement je ne dévoile le pas ma président. source, mais ces jeunes nous ont dit que les cachots étaient ouverts et ils étaient dedans. Sans faire nécessairement référence aux propos du président de la République, mais je dois vous dire qu'il y a encore des cachots, effectivement, de l'ANR qui échappent au contrôle du Parlement et de l'opinion. Il y a des cachots dont on ne sait même pas la localisation, ça c'est vrai. Et donc, il y a un grand travail qui doit être fait encore au niveau de la commission de défense. Vous me redonnez de la matière, ou vous me rappelez une matière, nous devons suivre de très près cela. Le temps est en train de... Donc je suis d'accord avec vous, donc je ne vous ai pas contredit, il y a encore un travail à faire. Vraiment, le temps est vite passé. Les Koulouna Kanyama, c'est pour vous le service national, bonne action pour diminuer un peu le taux de Koulouna. C'est une bonne action, mais il ne faut pas seulement les amener à Kanyama Kasese. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils vont faire à Kanyama Kasese, parce qu'il faut qu'ils soient réinsérés dans des activités professionnelles. Il faut qu'ils cultivent pour le bien de la communauté et qu'on arrive vraiment à les transformer. Qu'ils quittent, quand ils vont quitter Kanyama Kasese, c'est qu'ils soient des citoyens utiles pour le pays, et plus de Koulouna plus. Donc, les amener à Kanyama Kasese, ce n'est pas en soi une panacée. Maintenant qu'ils arrivent à Kanyama Kasese, il faut qu'il y ait des activités. Là, il y a le service national qui doit être redynamisé. Nous nous sommes intéressés à la question du service national. Le service national qui était lancé par M. Laurent Désiré Kabila et qui doit bénéficier de l'appui des financements, d'une modernisation de la part du pouvoir actuel. Au niveau de la présidence et du gouvernement, il faut vraiment qu'il y ait des efforts. Donc il ne faut pas qu'ils aillent là-bas comme s'ils partaient en cantonnement. C'est un peu comme les groupes armés, les miliciens qui sont regroupés à Bunia, tout près de Bunia, les miliciens des Codeco ou des FRPI. Regrouper les ex-miliciens, regrouper les Koulouna, ça ne suffit pas. Voilà, il faut maintenant des activités pour eux, pour une réinsertion dans la vie civile. Parce qu'on peut ne pas en parler, c'est les États-Unis quand même, ce sont les élections américaines. Et Jeune Afrique a quand même titré que ces élections ressemblent à des élections africaines parce que jusqu'à aujourd'hui, les résultats ne sont pas encore sortis. Vous pensez que la démocratie américaine vacille aujourd'hui? Alors, que les résultats ne sortent pas encore, ça se comprend un peu parce que les scores étaient trop serrés, il faut faire parfois ça traîne, hein. Souvenez-vous le cas de Bush, je crois. Et Al Gore à l'époque. À l'époque, oui. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est l'attitude effectivement de Trump. Hein. Le fait qu'il dit qu'on a volé ses voix. Et d'ailleurs, il y a plusieurs chaînes américaines qui ont interrompu ce discours. C'est un peu comme une séquence africaine, des élections. Merci beaucoup. Mais on attend, c'est une question interne aux États-Unis, mais sauf qu'on ne peut pas ne pas s'intéresser un peu parce qu'on sait bien que c'est la grande puissance mondiale, il y a toujours de l'implication dans la politique internationale. Merci Juvénal Monobo d'être passé à la barre, député national UNC. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour votre fidélité à cette émission. Merci à tous mes followers sur mes pages Facebook, la Lyon Info et toutes mes autres pages, Instagram, Twitter et tout ça. Merci pour votre fidélité et merci une fois de plus à l'équipe technique et on se retrouvera, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.